Général Keane, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Avez-vous entendu parler de cette discussion sur le potentiel des vedettes iraniennes attaquant des navires ou des Houthis essayant de fermer le passage que les Saoudiens utilisent pour le transit du pétrole en mer Rouge? Vers quoi pensez-vous que cela se dirige aujourd'hui, Général? Eh bien, je pense que nous avons clairement changé la dynamique ici. Les Iraniens ont fermé le détroit d'Ormuz et avec cela, ils ont finalement réussi à obtenir un cessez-le-feu. La guerre a été interrompue. C'est ce qu'ils voulaient. Ils ont proposé des négociations uniquement pour arrêter la guerre, car nous étions en train de les écraser. Le président, son équipe de sécurité nationale et le commandant du CENTCOM ont évalué cette situation. C'est la force des forces armées américaines, non? Très adaptable. Nous sommes flexibles. Nous observons ce que fait l'ennemi et bien sûr, nous modifions les plans et réagissons en conséquence. Donc, vous voyez cette réaction ici. Et clairement, ce que nous avons réussi ici, c'est de tarir la source de revenus de l'Iran. Point final. C'est ce qui s'est passé sous nos yeux. C'est une guerre économique. Et qu'est-ce que cela a apporté? Cela a donné au gouvernement beaucoup plus d'influence en entrant dans ces négociations qu'il n'en avait à la première fois. C'est la réalité de ce qui s'est passé. Je pense que les Iraniens ont commis 2 erreurs de calcul ici. Oui, ils ont fermé le détroit d'Ormuz, et nous avons commencé à en payer le prix économique et politique ici aux États-Unis. Et oui, il y a certainement eu une pression sur le gouvernement et sur le président Trump à cause de cela. Ils sont entrés dans ces négociations en pensant que ce serait bon pour eux parce que le gouvernement allait faire quelques concessions à cause de cette pression. Faux. Cela ne s'est pas produit. Nous avons maintenu notre position. Le président et son équipe discutent. Il a dit « je veux tout », mais ils n'ont pas réussi. Et l'Iran est rentré chez lui la tête basse pour repenser sa stratégie. Ils menacent aussi, comme toujours, avec une rhétorique forte, disant qu'ils perturberont notre blocus qui a supprimé toutes leurs recettes. S'ils font cela dans les 8 prochains jours, tu sais ce qui va se passer. Nous retournerons au combat total. Ils le savent. Voyons s'ils prendront vraiment cette décision. En ce qui concerne notre direction ici, rappelle-toi, c'est la phase de blocus, couper leurs revenus et s'assurer qu'aucun navire n'entre ou ne sorte en négociant avec le pétrole iranien. Mais qu'en est-il des autres navires qui n'ont aucun lien avec l'Iran ou son pétrole et tous les autres pays là-bas? Les entreprises pétrolières utiliseront-elles le détroit ou exploiteront-elles leurs propres gisements? Les propriétaires des navires pensent-ils toujours qu'il est trop dangereux de faire cela à cause de la menace iranienne qui existait et qui, dans leur esprit, existe toujours? Les forces de Sibars et de Sibérie, ainsi que le président, sont-ils prêts pour cette réalité? Et, si cela n'arrive pas, nous verrons si cela se produira. À mon avis personnel, cela ne va probablement pas arriver, et cela nous amène directement à l'opération dans le détroit. La mission consiste à nettoyer la zone, enlever les mines, assurer la sécurité et préparer l'escorte des navires en les protégeant pendant tout le processus de traversée. Avec des drones autour et à des kilomètres de distance, détectant les missiles approchant, il en va de même pour les avions. Protéger toute cette traversée par là, et c'est une opération plus longue, et à un certain moment, si nous en avons besoin pour continuer cette opération, alors probablement nous la passerions à des alliés et partenaires. Donc, en fait, je dirais qu'il y a 2 phases à cela. La phase 1, la phase de blocus, puis 2, nous avons besoin de l'autre phase, et en supposant que nous aurons peut-être besoin de l'autre phase, des préparatifs sont certainement en cours pour mener cette phase de manière sérieuse et réussie. Quels seraient ses alliés dans cette 2e phase? Oui, bien sûr, sérieusement. Regardez combien se sont portés volontaires pour le faire. Oui, plusieurs pays européens participeront, certainement des pays alliés. Et les pays arabes de la région participeront aussi. Oui, il pourrait y avoir quelques pays asiatiques, mais ce n'est pas certain. Il y a eu quelques discussions avec eux concernant leur participation. Oui. Alors écoute, nous avons donc besoin d'aide pour faire cela. Sans aucun doute. Comme nous l'avons dit au début, nous pouvons lancer le processus et garantir qu'il soit sûr, l'une des choses étant l'autre. Les pays ne veulent pas s'impliquer dans l'établissement de ce niveau de sécurité, mais nous, franchement, avons besoin d'assistance pour continuer sur la durée.
Et nous espérons que la promesse reçue sera tenue. Selon le président, l'Asie et l'Europe ont beaucoup plus de trafic dans cette zone que nous. Nous espérons qu'ils changeront d'avis. Starmer ne semble pas être sur la même longueur d'onde en ce moment, mais nous verrons bien ce qui se passera. Merci beaucoup, Général. Comme toujours, vous êtes la meilleure source pour suivre ce qui se passe. Merci. L'ambassadeur de ZI à l'ONU, Mike Waltz, est avec nous. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue. Que voudriez-vous que l'on sache sur la situation actuelle? Eh bien, merci, Sandra. Et comme l'a dit le vice-président, ils ont établi une structure très basique pour que l'Iran se comporte comme une nation normale. Premièrement, arrêter de soutenir des groupes terroristes. Deuxièmement, ils ne peuvent pas avoir de programme nucléaire, comme l'ont dit le président Trump et aussi les Nations Unies, résolution après résolution pendant des décennies. Cela concerne aussi bien l'enrichissement que l'uranium hautement enrichi. Et vous devez ouvrir les routes maritimes. Et c'est la dernière action du président qui dit que vous ne pouvez pas prendre le monde entier en otage. Vous ne pouvez pas, même si ce régime iranien a commencé par prendre des Américains en otage, vous ne pouvez pas prendre les économies mondiales en otage. Il a renversé la situation. Vous avez d'énormes ressources navales là-bas et le commandement central vient de publier ses statistiques montrant qu'il fait reculer les navires iraniens. L'Iran ne peut pas choisir les gagnants et les perdants dans l'économie mondiale. Les États-Unis d'Amérique, nous le ferons jusqu'à ce que tous les navires soient libérés. Soit aucun navire ne part, soit tous partent. Le détroit d'Ormuz a toujours été l'atout majeur et le principal levier d'influence de l'Iran. Le président semble leur avoir retiré cela. S'il parvient à ouvrir le détroit en utilisant les 2 destroyers lance-missiles qui s'y trouvent actuellement et l'équipement de déminage, avec l'aide que d'autres pays pourraient également apporter, les Iraniens n'auront d'autre choix que de revenir à la table des négociations. Eh bien, nous avons envoyé nos 2 destroyers. Les opérations de déminage sont en cours, John, et tu as tout à fait raison. Ce que le président Trump a fait, c'est retirer cette influence à l'Iran qui essayait de prendre en otage les économies du monde entier. Il a supprimé cela de l'ordre du jour avec cette action. Du point de vue des Nations Unies, nous ne pouvons pas vivre dans un monde où 2 parties sont en conflit, qu'on soit d'accord ou non, et qu'un pays tente de fermer le détroit de Gibraltar, ou le détroit de Bering, ou toute autre voie navigable internationale utilisée comme avantage dans un conflit. Nous avons écarté cela et cela isole toute la question à ce sur quoi le président Trump a été cohérent depuis les années 80, même avant d'entrer en politique. Nous ne pouvons pas avoir un régime génocidaire avec le doigt sur le bouton nucléaire, point final. Je dois dire que je suis reconnaissant que nous ayons enfin un président qui prend des mesures audacieuses et décisives pour s'occuper du problème avant que cela ne devienne une crise absolue et avant que nous soyons à court d'options. Et c'est tout. Ne doutez pas que le régime iranien cherchait à construire un tel bouclier de missiles conventionnels. Nous avons vu ce qu'ils ont fait seulement avec ce qu'ils avaient. Imaginez dans 1 ou 2 ans ou dans 5 ans si cela n'était pas résolu et qu'ils étaient libres d'avoir leur programme. Et s'ils mettaient une ogive nucléaire sur l'un d'eux, oui. Monsieur l'ambassadeur, votre réaction? Et le vice-président Jair de Vance avec Brett dans le reportage d'hier? Il a trouvé quelques bons signes malgré l'échec des négociations le week-end dernier. Écoutez. Je pense que nous avons progressé. Ils sont venus vers nous, donc nous pouvons dire que nous avons eu de bons signes, mais pas assez. Si nous aurons d'autres discussions, si nous allons parvenir à un accord à la fin, je pense vraiment que la balle est dans le camp des Iraniens, parce que nous avons mis beaucoup de choses sur la table. Qu'as-tu appris de cela? Eh bien, Sandra, il faut se rappeler que ce sont les discussions les plus haut placées jamais tenues entre le régime iranien et les États-Unis. Eh bien, ils sont venus, ils ont été directs, quelque chose que l'ancien ayatollah avait catégoriquement refusé de faire. Eh bien, et il semble que, comme le président Trump le répète sans cesse, ils veulent un accord. Ils ont besoin de parvenir à un accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont amené le président de la Banque centrale et que Trump ne reçoit pas assez de crédit pour le 2e mémorandum de sécurité nationale de son mandat. C'était pour rétablir la pression maximale. Leur économie est en chute libre. À l'ONU, nous avons réimposé les sanctions, donc le reste du monde s'est joint à nous. Le temps ne les avantage pas ici. Comme le dit le président Trump, nous détenons les cartes, pas l'Iran. Voyons s'ils reviennent à un accord raisonnable. Comme le dit la chanson de The Who, rencontrer le nouveau patron pareil à l'ancien.
C'est ce que nous voyons avec Galibaf et Ibrahim sous le même vieux régime. Ils sont l'exception dans la région, contrairement aux autres pays du Golfe Persique, comme l'Arabie Saoudite, qui recherchent une modernisation progressiste, la paix, la stabilité et la prospérité. L'Iran veut continuer à être un régime hors la loi. Et si ce régime persiste, aurons-nous un jour la paix et la stabilité dans la région? Ou vont-ils continuer à déstabiliser tout le monde? Eh bien, ils ont des acteurs radicaux, c'est certain, qui existent uniquement pour exporter la révolution. Et comme je l'ai fait remarquer à l'ambassadeur d'Iran à l'ONU, qu'il cite un pays qui se porte mieux grâce à l'exportation du terrorisme iranien. Certainement pas le Liban, la Syrie ou le Yémen, ni Gaza ou n'importe quel autre endroit. Mais nous pensons que nous avons affaire à certains acteurs rationnels. Ils doivent composer avec les clercs et les ayatollahs. Mais regardez là-bas, de l'autre côté du Golfe, regardez, c'est ce que je souligne aussi. Regardez Dubaï, regardez Manama, Koweït et Riyad. Ce sont des pays comme Oman. Oman connaît une croissance explosive et une vie meilleure, non seulement pour ses citoyens, mais aussi pour la prochaine génération. Nous verrons si nous ne les avons pas acculés au point qu'ils n'ont plus d'issue. La seule chose qui freine la région, c'est l'Iran. À ceux qui parlent de se tourner vers l'Asie, vous voulez savoir un truc. Quand le président Trump résoudra enfin ce problème qui nous ramène sans cesse au Moyen-Orient à cause de la violence exportée par l'Iran, nous pourrons vraiment nous concentrer sur le reste du monde. Monsieur l'ambassadeur, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Jeff.